Bien, notre second point maintenant, c'est un mot que je connais pas bien, Stéphanie, tu vas m'aider. Ostracisme, qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est le rejet de certaines personnes de la société. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un mot qui est d'origine grecque, comme beaucoup de mots d'ailleurs dans notre langue, qui vient d'ostrakon, qui signifie en fait un petit tesson de poterie sur lequel on pouvait, dans la Grèce démocratique, donc la Grèce athénienne en fait, inscrire le nom d'un citoyen, ou plus exactement d'un dignitaire politique, qu'on voulait voir bannir de la cité. C'est un espèce de grande caisse de délation. Vous voulez bannir quelqu'un, ben vous écrivez son nom, parmi les dignitaires politiques. C'était vraiment organisé dans les lois, c'était pas simplement... Ah non, c'était vraiment organisé dans les lois, parce qu'en fait, quand vous essayez de devenir dignitaire politique en Grèce, il faut savoir qu'il y avait des risques. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait choisir de se porter candidat à ce qu'on appelait des tirages au sort. Tirages au sort qui concernaient les gens, enfin, il y avait toute une procédure, mais grosso modo, n'importe qui pouvait, s'il s'en sentait capable, prétendre à des charges particulièrement éminentes. Mais il fallait évidemment que la personne s'en sente capable, ce qui fait que ça faisait un sacré tri, parce que si elle ne l'était pas, elle pouvait se faire poursuivre ou bannir. Et donc, l'ostracisme social, qui est un mot que j'ai choisi, c'est pour ça que tu me poses la question, c'est un terme qui signifie en fait un éloignement particulièrement volontaire et qui si on s'en tient vraiment au sens étymologique, qui rencontre un certain assentiment dans la société, vu que pour que l'ostracisme fonctionne en Grèce, à Athènes, il fallait qu'il y ait un certain nombre de personnes qui demandent le bannissement de la personne concernée. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les homosexuels sont susceptibles d'être justement bannis s'ils sont mis à l'écart du droit au mariage? Disons qu'en tout cas, ils font peut-être... Non, ils ne sont pas bannis dans le sens où ils ne vont pas partir. Mais, encore que certains vont peut-être se lasser, mais non, je ne pense pas qu'ils vont partir. Non, par contre, c'est vrai qu'on essaye de mettre... dans certains argumentaires, il serait logique qu'il y ait deux systèmes de lois, ça, des lois qui protègent certaines personnes et d'autres personnes qui ne seraient pas protégées par la loi. Et c'est en ce sens-là que j'ai utilisé le terme d'ostracisme, c'est plutôt un bannissement métaphorique. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire partir ces gens-là, de les expulser des citoyens de plein droit. Donc c'est en ce sens-là en fait que je parlais, c'était pour parler de rejet de la société tout simplement, sachant que ce que j'ai retenu dans le terme c'est son côté volontaire. C'est-à-dire que l'ostracisme n'est pas un départ accidentel de quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on a voulu virer. Et là en fait, si on refuse leur plein droit à des gens qui sont pourtant citoyens comme tout le monde, en fait on les vire, on les expulse quoi. Métaphoriquement on les expulse du corps social dans une certaine mesure. Et du coup l'auteur que je vais encore utiliser, parce que j'ai dit que c'était mon fil directeur dans ces 3 vidéos, c'est encore Claude Lévi-Strauss, qui me semble a été d'ailleurs utilisé par Monsieur Guéant pour légitimer ses thèses anti-mariage gay. Quand on regarde Claude Lévi-Strauss, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, comme l'avait d'ailleurs souligné Jacques-Alain Miller dans une tribune du Point, je crois. Donc en fait, Claude Lévi-Strauss a travaillé notamment sur la notion de multiplicité des cultures, pour une conférence qui s'est tenue à l'UNESCO dans un contexte de lutte contre le racisme, et donc le rejet de l'autre. Le rejet de l'autre parce qu'il est différent. Et du coup, les parenthèses sont assez patentes. Et c'est vrai que Claude Lévi-Strauss, en fait, sa conférence a pris place après que d'autres personnes aient parlé de l'apport des différentes races, etc. Et lui, du coup, a recentré le débat autour de la notion de culture et de la notion de coopération des cultures, d'infériorité ou pas infériorité de certaines cultures, etc. Et ce qu'il a montré dans le chapitre 3 de Race et Histoire, c'est que c'est un texte qui est extrêmement connu, c'est un texte qui est contre l'ethnocentrisme justement, contre le rejet de l'autre, contre le fait de trouver que parce qu'on est comme ceci, les autres devraient être pareils, sinon ce sont des barbares. Parce que c'est ça en fait, Lévi-Strauss accepte et il admet l'idée que spontanément nous ayons tous une tendance barbare. Il dit que ça doit reposer sur des fondements psychologiques particulièrement profonds, puisque quand on regarde bien, les gens ont tendance à être des barbares. Mais ils n'ont pas vocation à l'être tout le temps. Quand ils deviennent civilisés, ils deviennent tolérants. Pourquoi ? Parce que ce sont les barbares qui croient à la barbarie.
Il le dit d'ailleurs dans une phrase qui est particulièrement connue. Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Ce que veut dire cette phrase, oui, le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Elle est extrêmement connue. Ce que veut dire cette phrase, en fait, c'est que quand on dit oh, c'est un barbare celui-là, en fait, c'est nous le barbare parce que c'est nous qui sommes intolérants. Donc on importe ce que ce barbare avait, parce que lui aussi était intolérant, mais du coup on se met à lui ressembler. On ne vaut donc pas mieux que lui. Pourquoi je parle de barbare ici? Parce que c'est une manière de parler en fait de l'acceptation d'autrui dans sa différence. Et en fait, c'est quelque chose dont je reviendrai dans la troisième vidéo, teaser, parce qu'en fait, Claude Lévi-Strauss, c'est un multiculturaliste. Il est pour la coexistence et la coopération des cultures, pour le dire très rapidement. Et en fait, il... Donc la coexistence des cultures, en fait, je ne connaissais pas cet aspect-là de Claude Lévi-Strauss. Oui, je pensais. Les cultures pouvaient et devaient coexister ensemble. Coopérer. Mais c'est quelque chose que je développerai dans la troisième vidéo, en fait. Mais là, ce que je voulais simplement prendre chez Lévi-Strauss, c'est cette remarquable tolérance, cette remarquable leçon d'humilité. Il n'y a personne qui peut se targuer d'avoir réalisé l'essence humaine et de dire que les autres seraient pas des êtres humains, alors que nous le serions, tu vois. C'est ce que diraient par exemple des primitifs, les précolombiens, enfin les primitifs, les peuples, premiers. Les précolombiens disaient souvent que eux faisaient pareil. Eux, ils s'appelaient les hommes, et les autres, c'était donc des noms, des pas hommes. Ça ressemble à certaines argumentations particulièrement nauséabondes, disant qu'il y a des gens qui réalisent l'espèce humaine et d'autres un peu moins. Donc voilà en fait le but de notre deuxième partie, c'était de donner une référence, de creuser la référence de Claude Lévi-Strauss pour montrer qu'en fait elle incitait au respect de la pluralité des cultures.